quand elle rentrait dans l'espace, elle nous disait oh bah si c'est comme ça, l'habitat léger, je pourrais y vivre. Je suis Caroline, habitante de la maison en pétales et j'ai choisi de vivre en collectif et l'habitat léger était pour moi un moyen vraiment qui facilitait l'installation de collectifs. Et moi, c'est Jonathan. Et avec Caro, on est à l'origine du mouvement de la désobéissance fertile depuis presque 8 ans maintenant, donc, dans lequel on revendique le droit de vivre proche de la nature et inviter les gens à vivre de cette façon-là pour répondre aux enjeux et aux crises actuelles, qu'elles soient agricoles, du logement, écologiques, pour nous réapproprier un peu aussi nos communs. On a vécu pendant 3 ans en cabane sur le lieu qu'on défendait avant. Et vraiment, on s'est rendu compte, ensuite on a été en yourte, qu'il y avait beaucoup d'habitats légers qui n'étaient pas adaptés aux familles. Et nous, on avait 2 enfants et c'était compliqué de vivre dans un seul et même espace. Et quand on regardait ce qui existait sans fondation, on se retrouvait soit sur des choses très très chères, soit sur des choses absolument pas accessibles techniquement et pas réversibles. Donc on s'est dit, on a un cahier des charges, c'est de faire une maison qui soit adaptée aux familles, avec un espèce de code esthétique qui fait que la transition ne semble pas être un pas énorme à faire. Donc vraiment reprendre les codes esthétiques d'un habitat habituel. Et il y avait aussi l'accessibilité technique. On avait très envie que les gens puissent s'approprier l'habitat et autoconstruire. Et l'accessibilité économique, que ce soit accessible aux Français moyens. Quand on a rencontré Yves de Sarzens, ça a été ce qu'on lui a demandé. Il existait déjà cette maison nomade, qui est le module central de la maison en pétales. Et on lui a dit, voilà, notre rêve, c'est que tu viennes ajouter des modules qui s'agglomèrent autour de ce module central pour faire une maison qui soit enfin adaptée aux familles. Avec une spécificité, c'est qu'on peut ajouter ou retirer des espaces dans la maison selon le nombre qu'on a d'habitants dans le foyer, c'est-à-dire que quand nos enfants grandissent, on peut imaginer retirer des modules pour en partager à ses voisins. Tout comme on accueille un nouveau bébé dans le foyer, on peut ajouter un module alors même que la maison est existante. C'est ce qui fait aussi cette maison avec beaucoup de souplesse et de légèreté aussi, c'est qu'il y ait cette capacité d'adaptation au sein de l'habitat qu'on voulait. On voulait non seulement que ce soit un espace compartimenté parce que nos filles grandissent, et nous on aspire à notre intimité, et en même temps qu'on puisse imaginer une évolution dans le temps de notre habitat. Et quand on s'est penché sur ce prototype, on ne s'est pas dit quelle est la maison de nos rêves. On s'est dit comment on rend l'habitat réversible, l'habitat léger, accessible à tout le monde. C'est une maison qui s'est construite en chantier école et en chantier participatif. Je pense que c'est important pour moi de le dire parce que franchement, ce sont toutes ces personnes qui sont venues nous aider. Parfois je dis on ne serait pas encore dans la maison. donc voilà, et il y a Antoine et Yves de Sarzens, donc Yves qui est plutôt le concepteur et Antoine qui a plutôt Tavariès qui a plutôt été le maître d'œuvre, nous ont énormément accompagnés. On a été dans la main depuis le début du processus. Ça a été une belle aventure humaine du coup. Parce que tous nos chantiers, comme moi j'adore la coopération, c'est aussi des espaces où on explore le vivre ensemble. Donc pour chacune, c'était vraiment une occasion de construire le monde de demain. Le module central, il fait 40 mètres carrés et chaque pétale fait 9 mètres carrés. On a été obligé de relever les hauteurs de murs de la maison nomade pour en faire la maison en pétales parce que, encore une fois, pour des questions d'accessibilité technique, on avait besoin que les pans de la maison soient en continu et du coup, pour que ce soit le même appentis, il fallait relever la structure pour qu'à la fin du pétale, on ne se retrouve pas avachi. Donc on est sur une surface au sol globale qui est autour de 85 mètres carrés. La maison elle nous a coûté 45 000 euros, donc on est à peu près à 500 euros du mètre carré, ce qui est globalement 4 fois moins que de la construction traditionnelle, où là on est plutôt à autour de 2 000 euros du mètre carré. Donc c'est ce qui rend aussi cette construction hyper intéressante pour nous, parce que non seulement elle était relativement simple à construire, c'est-à-dire que dans le chantier école, les gens ne savaient absolument pas la construire, et donc pour certains n'utilisaient même pas d'outils tels que des visseuses. Donc c'était vraiment un enjeu, cette accessibilité-là, et on insiste beaucoup là-dessus, mais aussi économiquement, en fait Yves a imaginé chaque matériau de façon à réaliser des économies de matériaux, c'est-à-dire que l'isolant, c'est de la laine de bois, c'est 10 cm de laine de bois, c'est très peu, mais parce qu'il a compris que les 10 premiers centimètres d'isolation dans la laine de bois vont isoler 80% de l'habitat. Et donc, en fait, là-dessus, ça permet de réaliser des économies. La maison, elle est méga bien isolée. Donc, on a vraiment
ce confort thermique avec une moindre utilisation en termes d'isolation qui est hyper précieuse. Ensuite, donc c'est une ossature bois que l'on a et un revêtement, un bardage par pluie, bardage bois et un EPDM au-dessus pour l'étanchéité de façon à pouvoir faire une végétalisation qui soit légère parce que nous on a à cœur aussi que nos habitats s'intègrent dans le paysage. Donc là la maison à pétales, elle a une végétalisation par-dessus qui permet aussi que voilà on n'ait pas une espèce de caoutchouc ou de choses comme ça qui soient vraiment des verrues un peu dans le paysage. Pour chauffer la maison, l'habitat, on utilise 3 stères par an. Donc c'est pas énorme. Ce qu'on fait, parce que donc notre poêle il est dans la pièce principale, on laisse les portes des chambres ouvertes une grande partie de la journée pour que la chaleur puisse entrer et diffuser, si bien que le soir, lorsqu'on referme, voilà, on peut conserver beaucoup plus cette chaleur-là. Là, on atteint les 22-23 degrés assez facilement. Et on descend rarement en dessous des 15. Une des choses que j'aime bien dans la maison en pétales aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres. On a volontairement mis beaucoup de fenêtres partout. Donc ça fait un espèce d'observatoire pour regarder les renards passer, les biches, les chevreuils. C'est vraiment un endroit privilégié pour observer la nature. En un mois, la maison était hors d'eau, hors d'air, sachant que c'était un chantier école. Donc il y avait toute une partie pédagogie pure le matin et mise en œuvre l'après-midi. Et on était entre 15 et 20 personnes sur le chantier. Et un second chantier pour la terminer. Là, c'était un chantier hivernal pour tout ce qui était bardage, finition, cloison intérieure. Là, qui nous a pris, on était beaucoup moins nombreux et les conditions n'étaient pas des conditions estivales, ou qui nous a pris vraiment une saison au moins pour aller au bout de la maison. Tout ce qu'on a fait avec la maison en pétales, on a pris soin de le documenter justement parce que globalement, de toutes les façons, ce qu'on fait avec la désobéissance fertile et le croissant fertile, c'est à des fins pédagogiques, c'est de façon à ce qu'on s'empare de nouveaux outils. Donc la maison en pétales, c'est un prototype. Cette maison, c'est la toute première qui a été conçue. Et il y a donc accessible sur Internet tous les plans d'architectes, c'est des plans SketchUp, des livrets d'autoconstruction, des vidéos tutoriels pour apprendre à construire et même des podcasts audio qui font le bilan de cette construction pour voir ce qu'on améliorerait dans des V2, V3, V4 parce qu'évidemment ce que l'on souhaite c'est que, et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, c'est qu'il y en a qui s'emparent de la maison en pétales aujourd'hui, qui l'améliorent et qui vont bonifier en fait cette construction au fur et à mesure du temps et nous on est là un peu pour essuyer aussi les erreurs et ça nous plaît, ça nous convient. Sur le lieu, tous les habitats sont autonomes en eau et en électricité. Ça veut dire que il faut acheminer l'eau et l'électricité jusqu'ici, ce qui est long, ce qui prend du temps. Donc évidemment, lorsqu'on s'installe au début, c'est des conditions un peu plus précaires. On est au bidon et l'électricité, on n'a pas nécessairement l'installation adéquate. Mais aujourd'hui, on a l'eau potable qui arrive, qui sort. En gros, on est tous, on n'a rien à demander aux communes, on n'a rien à demander à l'État par rapport à ça. On est en pleine autonomie par rapport à ces installations et ça nous fait réfléchir par rapport aussi à notre consommation parce que quand on voit que notre puits il a une quantité d'eau limitée qui peut sortir et on va pas laisser couler la douche pendant 10 minutes pour essayer de faire sortir l'eau. On a cette conscience de l'eau qui est bien présente et qui l'était encore plus lorsqu'il fallait porter les bidons parce qu'à ce moment-là on est hyper économe sur l'énergie eau. Tout comme l'utilisation des produits ménagers que l'on va avoir. On va faire attention que tout ce qui va sortir de la maison ce soit des produits qui soient sains, qui reviennent à la terre et qui ne va pas la polluer. En tout cas, on a une conscience là-dessus qui doit être beaucoup plus nourrie et fournie de par la responsabilité que ça implique de vivre de cette façon-là. On a fait une phyto chez nous, il y a une pédoépuration dans d'autres habitats. On a évidemment cette conscience holistique, globale de la place et l'empreinte que nous avons dans l'écosystème. Et ça, c'est une responsabilité nécessaire dès lors où on veut vivre plus proche de la nature. Quand mon eau, elle repart, je sais qu'elle repart à des endroits où j'ai planté des arbres, où mes enfants y jouent, et donc en fait j'ai envie que cette eau elle reparte et qu'elle devienne propre et de faire attention aux petites grenouilles, etc. Donc je trouve que l'avantage de cette autonomie, c'est aussi une vraie conscience et un lien avec le vivant qu'on n'a pas en ville ou quand on ne sait pas d'où vient notre eau. Quand on vivait dans la cabane ou dans la yourte, je me rappelle que très souvent les gens ils nous disaient c'est magnifique, mais moi je pourrais pas. Et moi, mon but, quand je pensais à la maison en pétales, c'était vraiment que quand ces personnes-là, elles reviennent ici, qu'elles disent « Ah là, je peux me projeter ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'était assez incroyable. C'est beaucoup arrivé sur les mamans de nos amis qui venaient nous visiter ou des personnes un peu plus âgées. Et quand elles rentraient dans l'espace, elles nous disaient « Oh bah si c'est comme ça, l'habitat léger, je pourrais y vivre ». Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on puisse nous faire parce qu'elle a vraiment été pensée pour ça, cette maison. Pour être économique, écologique,
Donc accessible dans le sens de la matière, mais aussi accessible dans le sens de l'esthétisme et de nos attentes en fait de confort de citadins. L'habitat léger, c'est la façon avec laquelle on vit et pour nous, c'est ce qu'on identifie comme étant une clé de voûte dans le changement de société.